très belle journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Il est 7h45 tout juste. Merci de nous être fidèles en ce mardi matin. Pour mieux comprendre le présent, il faut également connaître le passé, d'où l'intérêt finalement de cette conférence qui sera donnée vendredi à partir de 18h30, salle Salicis, rue Lavoisier à Montluçon, à l'initiative de la Bibliothèque historique de Montluçon, conférence de Jean-Paul Perrin sur le Montluçon des 30 glorieuses finalement. On en parle justement avec Jean-Paul Perrin. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Merci de me recevoir. Historien d'Omératois, ancien professeur d'histoire géo au collège Jules Ferry. Déjà, si on plante le décor un petit peu, les 30 glorieuses, peut-être pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'était quoi d'une manière générale sur le plan national? Alors au départ, c'est le titre d'un livre qui est publié en 1979, donc après la période des 30 Glorieuses. Et ce titre, bizarrement, il est passé dans le langage courant, un petit peu comme La Belle Époque, un petit peu comme on dit Les Années Folles. Et cette période, donc, si on la situe chronologiquement, alors si on veut une date ronde, on va dire que ça va de 1945 à 1975, d'où l'expression les 30 Glorieuses. Mais en réalité, les 30 Glorieuses, elles commencent vraiment au début des années 50 et elles s'achèvent avec la crise, le premier choc pétrolier en 73. Donc en gros, c'est plutôt sur une période de 25 ans, mais 30 Glorieuses, c'est l'expression qui est passée dans le public. Glorieuse, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on sort de la guerre et que c'est une période de développement. Oui, alors on sort de la guerre, mais si on prend par exemple l'exemple du bassin montluçonnais, il faut bien voir que les 5 premières années sont des années où il faut d'abord reconstruire, il faut redémarrer l'économie. On vit encore dans une économie de pénurie avec des rationnements, des restrictions. Et c'est pour ça que je considère que les 30 Glorieuses, elles commencent vraiment plutôt au début des années 50, lorsque les dernières restrictions, les derniers rationnements disparaissent. Donc là, l'économie devient capable de fournir à la population ce dont elle a besoin. Ce qui n'a pas été le cas dans les 5 années qui vont de la fin de la guerre jusqu'au début des années 50. Quelle est la situation du bassin montluçonnais là, à la sortie de la guerre? Alors à la sortie de la guerre, on a d'abord des industries, on a d'abord beaucoup d'industries anciennes, donc qui ont continué à fonctionner sous l'occupation. C'est par exemple Saint-Jacques, c'est par exemple les Hauts-Fourneaux. C'est des industries plus récentes, c'est Dunlop, c'est la Sagem. Alors ces industries, leur état est très varié. Bon, une usine comme Dunlop, on le sait bien, avec le bombardement de 1943, a été détruite à 80%. Donc là, l'objectif, c'est reconstruire et redémarrer. Une usine comme la Sagem a été touchée dans une moindre mesure, mais il y a quand même un hall entier qui a été dévasté lors de ce même bombardement. Et puis on a des usines qui sont presque intactes, comme Saint-Jacques par exemple, mais qui ont un outil de production qui a vieilli. Donc, ce qui risque, dans les années qui suivront la période de la guerre, de poser quelques problèmes lorsque la concurrence va véritablement recommencer. Mais dans un premier temps, ça ne se fait pas trop ressentir parce que l'objectif, c'est d'abord il faut finir la guerre. Montluçon est libéré en 44, mais la guerre n'est pas finie. Et puis surtout, il faut produire à tout prix, produire au maximum pour reconstruire. Donc dans un premier temps, il n'y a pas de gros problèmes de débouchés pour la plupart des industries montluçonnaises. Par contre, à partir des années 50, on va revenir dans une économie de concurrence et là, ça va être un petit peu plus compliqué pour certaines industries, notamment les plus anciennes. Vous parliez de la situation de Dunlop, donc largement touchée par la guerre, mais une reconstruction qui a finalement été rapide. Alors la reconstruction, elle est extrêmement rapide. D'abord parce que l'usine a conservé son personnel pour déblayer tout ce qui avait été détruit. Et pratiquement dès le début de 1945, l'usine est capable de produire à nouveau des pneus. Alors évidemment, au départ, en petite quantité, mais la montée de la production va aller extrêmement vite, puisque dès 1946-47, on est à 4000 voire 5000 salariés et là on a une production qui a vraiment redémarré. Alors la seule erreur qu'on a peut-être faite à ce moment-là, mais il y avait urgence à reconstruire, c'est qu'on aurait peut-être pu réorganiser l'espace, puisque cette usine, elle s'était créée sur un espace occupé autrefois par l'atelier de chargement. On fabriquait des obus pendant la guerre de 14, ce qui fait qu'on avait un bâti extrêmement éclaté, ce qui n'était pas forcément le mieux, mais on l'a pas fait parce que il fallait faire vite, donc on n'a pas forcément pensé à ce que pourrait être l'avenir. Donc on a reconstruit sur un site ancien, sur les anciens bâtiments, mais très rapidement finalement. Voilà, après cette reconstruction-là, quelle va être l'évolution des grosses entreprises montluçonnaises? Il y a vraiment une disparité de situation. Alors, il y a une disparité de situation. Si on se base au début des années 50, puisque c'est là qu'on peut faire commencer les 30 Glorieuses, il y a une première situation qui est celle des industries les plus anciennes, c'est-à-dire celles qui sont plus que centenaires, celles qui ont fait la prospérité de Montluçon, Saint-Jacques par exemple, les Hauts-Fourneaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ces entreprises-là, au début des années 50, elles se retrouvent avec un matériel, un outil de production qui est relativement vieilli. Et puis surtout, elle se retrouve dans un marché désormais concurrentiel d'abord à l'échelle française et puis progressivement à l'échelle européenne. Et c'est pour ça que je dis que ces 30 Glorieuses
certes, elles ont été glorieuses, mais dans le bassin montluçonnais, c'est aussi le moment où on va voir disparaître un pan entier de l'industrie, ce qui avait fait la gloire de Montluçon au 19e siècle, notamment tout ce qui est la sidérurgie, la métallurgie, alors qui disparaît complètement dans les années 60, mais qui entame sa disparition à ce moment-là. À l'inverse, dans les activités plus récentes, comme Dunlop, une entreprise comme Dunlop, elle va forcément profiter du boom de l'industrie automobile. Donc, elle va connaître un essor important. On a même parlé parfois d'un âge d'or de Dunlop dans les années 50 jusqu'au début des années 60. Et la Sagem, c'est pareil. Après une passe assez difficile dans les années qui ont suivi la guerre, l'entreprise renoue avec l'expansion en diversifiant ses productions à la fois pour l'armement, pour la marine et puis aussi pour le civil, à travers des productions de machines grand public. Vous parliez de Dunlop, vous le disiez tout à l'heure, plus de 5000 salariés à l'époque. Oui, Dunlop, au début des 50, c'est plus de 5000 salariés qu'on va chercher très loin dans les campagnes avec tout un système de ramassage par les fameux cars bleus Dunlop que les Montluçonnais qui ont connu cette époque doivent se remémorer. Ouais, bien sûr. Ça, c'est voilà, à titre d'indication, c'est 10 fois plus qu'aujourd'hui. Hein, c'est juste, juste énorme. Oui, alors avec une gamme de production qui est extrêmement large, puisque ça englobe quasiment tous les types de pneus, ça englobe les balles de tennis, ça englobe les matelas, ça englobe les bottes. Donc une production multiple et variée. Par contre, à partir des années 60, on va aller vers un resserrement des productions en se recentrant davantage sur les balles de tennis et surtout sur le pneumatique. En sachant que quand le général de Gaulle vient en 59 à Montluçon et qu'il visite l'usine Dunlop, le PDG de Dunlop, le PDG de Dunlop France est là et il lui explique que la production de l'usine montluçonnaise à elle seule suffirait à couvrir le quart des besoins en pneus de la France. Donc ça donne une idée de l'importance de la production du site montluçonnais à ce moment-là. Effectivement, c'est important de s'en rendre compte. Pour Sagem, ce sont aussi des décennies vraiment de montée en régime. Ce sont des décennies de montée en puissance avec, comme j'ai dit tout à l'heure, une volonté aussi de diversifier un petit peu les productions. Alors vers des gammes, tout ce qui va concerner les télécommunications par exemple, et puis ce qui va concerner tout ce qui concerne aussi les machines. Alors en particulier après-guerre, ça a été les machines pour fabriquer des chaussures. Ça a été c'est ce qui a permis au fond à l'entreprise de traverser une passe difficile. Et puis ça va être ensuite l'orientation vers d'autres activités, par exemple le matériel minier à travers les haveuses fabriquées à la Sagem, à la Côte-Rouge, et qui vont porter une partie du développement de l'usine montluçonnaise pendant une bonne quinzaine, voire une vingtaine d'années, jusqu'à la fin des années 70. Alors le développement de certaines de ces usines, il faut les accompagner en créant des lieux de formation sur place. Ce sont également les années de création de ce qu'on appelle aujourd'hui le lycée Paul Constant, de l'ENET, c'est ça? L'idée, ça a été on a bien compris que face à la modernisation de l'industrie, il fallait aussi en face un personnel qui soit formé et adapté. Et l'idée, ça a été de regrouper sur un même site toutes les formations techniques, masculines, féminines, depuis le CAP jusqu'à des diplômes beaucoup plus élevés. Alors ça, c'est une idée déjà avant-guerre. Marx Dormoy y avait songé, mais la guerre avait empêché le projet de se réaliser. Les terrains avaient été achetés et en 56, on ouvre ce que les Montluçonnais appellent l'ENET. C'est resté dans le langage commun, oui, École nationale de l'enseignement technique, alors qui va être un lieu de formation extrêmement important. Et on va se rendre compte ensuite qu'il faut aller un petit peu plus loin. Et ça va être la première antenne universitaire à Montluçon avec la création de l'IUT, mais ça c'est un petit peu plus tard, c'est 68. Donc on essaie de s'adapter aux besoins de l'économie. Alors avec tout cela, au début en tout cas de la période, la population montluçonnaise continue de grimper à des valeurs qu'aujourd'hui on a dans le rétro, plus de 55 000 habitants au début des années 60. On arrive à 55, 56 000 habitants au début des années 60, à la fois par un apport de population proche, et puis un apport aussi de population étrangère qui contribue aussi à l'essor de ces industries. Mais dans une usine comme Dunlop, c'était pas un fait nouveau, puisque déjà avant la guerre, on avait une part de population d'employés étrangers, notamment toute une communauté polonaise par exemple, et qui était importante. Plus de 55 000 habitants qu'il faut loger évidemment, et là il y a des constructions également d'ensemble qui aujourd'hui marquent encore le territoire. L'image des 30 Glorieuses, elle est un petit peu faussée par l'impression qu'on a finalement. En réalité, dans le domaine du logement, il y a un énorme retard à rattraper. On a des quartiers entiers qui sont insalubres, on a tout un habitat précaire. Il faut bien voir que dans un quartier comme le Dienna, par exemple, dans un quartier comme Villars, on a des gens qui logent dans des baraquements, et ce sont des gens qui ont un travail, mais qui ne peuvent pas se loger en ville
Donc il va falloir rattraper le retard. Et pour rattraper le retard, la solution, ça va être évidemment les constructions type grands ensembles. Alors évidemment, à l'échelle montluçonnaise, ça va donner Pierre-le-Roux, ça va donner Font-Bouillant, que les Montluçonnais vont baptiser très vite le Petit Chicago, parce qu'ils n'avaient jamais vu ça évidemment auparavant. Et puis ça sera ensuite bien assis, parce qu'il faut loger toute cette population. Ce qui se fait d'ailleurs dans d'assez bonnes conditions, parce qu'on a une mixité sociale importante dans ces logements au début. Oui, bien sûr, au début c'est important de le préciser. Si on s'arrête donc aux années 70, la fin de cette période-là, la situation, quelle est-elle? On peut déjà commencer à avoir quelques inquiétudes finalement? Alors, on envisage à ce moment-là l'avenir avec quand même une certaine sérénité, parce que c'est le moment où on crée par exemple une zone industrielle à Blanza, parce qu'on a conscience que si on veut attirer les entreprises, il faut leur donner de bonnes conditions d'installation. Mais on vit aussi un peu sur une impression, c'est-à-dire l'idée que ça ne va pas s'arrêter, que la croissance va continuer, que la population va continuer d'augmenter. Et dans le bulletin municipal de Montluçon, Guy Talbourdeau, qui à ce moment-là est adjoint au maire, se fend dans un long article où il explique que l'agglomération Montluçon, c'est-à-dire uniquement Montluçon et les villes qui touchent Montluçon, ça sera 100 000 habitants au seuil de l'an 2000. Bon, évidemment, l'histoire a démenti un petit peu tout cela, mais on vit sur une impression. Même quand Saint-Jacques disparaît, beaucoup de gens croient que ça n'est pas possible, parce que Saint-Jacques continue à réaliser des choses exceptionnelles, genre des pièces qui permettent d'équiper le paquebot France. Donc on n'imagine pas que Saint-Jacques puisse disparaître, et encore moins que la Saint-Gemme, Landis et quelques autres puissent avoir des difficultés dans les années qui vont suivre. Et pourtant, c'est ce qui va arriver avec la crise. Effectivement, ça sera plus compliqué dans les années, la fin des années 70, les années 80. Bien évidemment, on a résumé cela en 10 minutes. La conférence va être un petit peu plus longue ce vendredi, 18h30, salle Salicis, à l'invitation, on le rappelle, de la bibliothèque historique de Montluçon. Si vous voulez tout savoir, poser des questions également. Il y a peut-être un petit échange avec le public. Il y aura un temps de questionnement à la fin pour les gens qui le souhaiteraient. Bien sûr, on sait qu'il y a beaucoup de Montluçonnais qui sont passionnés de tout cela pour mieux comprendre le présent. En tout cas, donc il y a cette conférence ce vendredi, salle Salicis, 18h30, avec vous, donc Jean-Paul Perrin. Je précise que justement, ce qui va se passer par la suite, vous l'évoquerez le 24 novembre avec une seconde conférence sur les années vraiment là de désindustrialisation et de déclin de la ville. Entre la crise de 73 et puis pratiquement jusqu'à nos jours. Toujours très intéressant. En tout cas, on rappelle cette conférence vendredi 18h30 salle Salicis. Merci Jean-Paul Perrin. Bien, merci de m'avoir invité. D'être venu jusqu'à nous ce matin. Il est 7h57 sur RJFM. On continue dans un instant. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.